Très longue. Donc, après avoir parlé de l'identité tout court, sur des récits très personnels, on va maintenant aborder l'identité qui se raconte par la littérature ou toute forme artistique. Donc, je laisse la parole à Meriem Belkaïd qui anime cette session également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je le dirai après, mais ok. Le stand de livres. Alors, donc l'ensemble des auteurs présents ici donc ont des ouvrages qui sont disponibles au stand de la librairie Payot qui est à l'extérieur et qui d'ailleurs offre aussi d'autres ouvrages d'autres auteurs sur le sujet. N'hésitez pas pendant la pause de café entre 15h30 et 16h à aller les découvrir, à les faire dédicacer. Ils sont là pour ça également. Et on fera une autre séance à 17h pour ceux qui peuvent rester un petit moment après la fin. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils seront ravis de vous dédicacer un ouvrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Bienvenue à vous après cette pause déjeuner pour cette table ronde donc, qui s'intitule « L'écriture ou comment explorer l'identité autrement ». On va voir que cette écriture, elle est comprise comme écriture littéraire, cinématographique, de BD. On va voir justement sous toutes les formes sous lesquelles elle se décline. Donc nos invités racontent à travers ces œuvres l'histoire coloniale ou une partie de l'histoire coloniale dans laquelle se mêle parfois leur propre histoire familiale, individuelle, donc à travers, comme je l'ai dit, la littérature, le dessin, le cinéma, des récits qui sont parfois méconnus, des souvenirs qui sont chargés de douleurs, de quêtes inachevées, de déplacements, de translations. Et donc certains, donc évidemment, en ont fait leur quête principale. Et donc ce qu'on va essayer d'explorer pendant cette table ronde, c'est la manière dont les mots et les images peuvent être orchestrés, mis en harmonie pour transmettre l'histoire, peut-être guérir des plaies, peut-être les apaiser. Et comment aussi l'écriture s'inscrit parfois en porte-à-faux, contre ou pour nuancer ce que j'appellerais des récits et des discours officiels. Donc ça sera un petit peu l'objet de cette table ronde. Donc je vais commencer par présenter, vous m'excuserez un peu rapidement, puis ça vous permettra de compléter, comme ça, nos intervenants. Et puis ensuite, je vous poserai une série de questions en fonction du temps, pour vous permettre de parler de vos œuvres et de votre démarche. N'hésitez pas, alors je vais poser cette fois-ci des questions ciblées hein, qui s'adressent à chacun d'entre vous, mais n'hésitez pas, hein, quand je pose à l'une ou à l'autre, d'intervenir si vous souhaitez compléter. Et puis on aura ensuite un temps qui sera dédié aux questions-réponses. Donc aujourd'hui, avec nous, je commence par Jacques Ferrandez. Vous êtes le seul homme, donc pour le protocole, je fais preuve de galanterie. Donc, Jacques Ferrandez est dessinateur. Vous êtes dessinateur, scénariste. Vous êtes né en Algérie. Vous avez été élève de la Villa Arson et l'École nationale des arts décoratifs de Nice. Vous avez, en 1987, commencé un chantier qui s'intitulera Les Carnets d'Orient, qui est votre grande fresque sur l'histoire de l'Algérie de 1830 à l'indépendance et que vous avez récemment complété par des carnets sur l'Algérie après l'indépendance, ce que vous avez appelé Suites algériennes. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez exploré le genre du reportage avec des écrits sur la Syrie, Istanbul, l'Irak, le Liban, etc. Et des adaptations aussi, vous avez adapté des œuvres littéraires, on en parlera, notamment des œuvres d'Albert Camus, et on parlera aussi plus précisément d'une adaptation d'un polar, Alger la Noire, tout à l'heure. Delila Kershouch, vous êtes grand reporter. Vous avez été grand reporter pendant 25 ans à l'Express et au Figaro, en étant spécialiste de questions de société. Vous avez, en 2003, publié Mon père se harki aux éditions du Seuil, qui reçoit un accueil de presse unanime en France. Vous êtes également par la suite devenu scénariste, puisque vous avez adapté ce livre en fiction,
en travaillant avec Alain Tsama, qui était donc à la réalisation et qui s'intitule Harki. C'est un film qui a été produit par France 2 et Arte. On en parlera tout à l'heure. Et donc, nous parlerons justement de cette façon dont vous avez raconté votre propre histoire et une autre histoire en contrepoint des discours officiels. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder cette question. Enfin, Dorothée Myriam Kellou, qui est journaliste et réalisatrice, qui a été révélée notamment par un article très important dans Le Monde qui a révélé l'affaire des financements indirects de l'État islamique par Lafarge. Donc c'est un travail qui a été primé, récompensé, donc un travail d'investigation journalistique. Vous êtes passé par les États-Unis, à Washington, D.C., et vous avez récemment réalisé un documentaire intitulé « À Mansoura, tu nous as séparés » sur la mémoire intime de regroupement de population pendant la guerre d'indépendance algérienne, en partant du village natal de votre père, en Kabylie, donc Mansoura. Et on verra tout à l'heure comment ce travail est né. Je sais que vous travaillez actuellement sur un ouvrage qui sera prochainement publié sur cette question de votre parcours et ce rapport à l'histoire et au passé colonial. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question que moi-même, en tant qu'universitaire, je me pose constamment, qui est de savoir d'où écrivez-vous. Quand je dis d'où écrivez-vous, c'est-à-dire de quel lieu, et vous aurez compris que je ne parle pas obligatoirement d'un lieu strictement géographique, hein, non pas de me dire si vous écrivez dans un endroit particulier, mais peut-être un lieu politique ou même un lieu artistique, c'est-à-dire dans le sens que vous écrivez peut-être ou que vous créez à partir ou contre une tradition artistique contre laquelle vous soulevez ou que vous voulez nuancer. Donc je commencerai un petit peu par cette première question. La parole est à vous. Très bien, on va commencer par Jacques. Alors, si on continue dans la galanterie, alors je me soumettrai à ces nouvelles règles. En fait, moi, j'ai commencé assez jeune à faire de la bande dessinée. J'étais encore étudiant, on l'a dit, à l'école des Beaux-Arts de Nice. Et j'ai eu l'opportunité assez vite de pouvoir publier dans la presse bande dessinée professionnelle. C'était la revue À Suivre qui avait été lancée par les éditions Casterman. Et je me suis retrouvé très vite dans des pages de cette revue entre Hugo Pratt et Jacques Tardy, qui étaient un peu mes deux références à cette époque-là, et chez un éditeur qui était l'éditeur de Tintin et Milou, donc qui était une référence qui était plus ancienne pour moi, mais qui s'est toujours maintenue, disons, dans mon panthéon. Et au début, j'ai fait, je travaillais d'abord avec un scénariste sur des sujets qui étaient plus ou moins liés à une tradition de la bande dessinée plus fantastique ou policière. Et puis assez vite, j'ai eu quand même envie de faire mes propres histoires. Donc ça a été ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de BD reportage sur la région dans laquelle je vivais, puisque on a dit que je suis né en Algérie, mais mes parents sont venus se fixer très, très vite, c'est-à-dire, on pourrait y revenir, peu après ma naissance, dès 1956, ils sont venus s'installer à Nice. Et donc, j'ai eu envie de raconter un peu ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire l'exode rural dans les collines ou dans les montagnes de l'arrière-pays. Et puis, assez vite, la question s'est posée justement de savoir d'où je venais, enfin, quelle était cette histoire dont j'étais le produit, c'est-à-dire étant né à Alger en 1955, en décembre 1955, en plein dans ce qui était le début de ce qu'on n'appelait pas encore la guerre d'Algérie, mais avec des effets très sensibles autour de mes parents, de l'entourage de ma famille directe, ce qui d'ailleurs a poussé mon père à quitter l'Algérie dès 1956. Cette histoire, évidemment, m'était racontée d'une certaine manière par l'anecdote, enfin avec les récits familiaux, mais je ne comprenais pas bien cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y avait une immigration espagnole, mon nom en témoigne, Ferrandez, qui venait de la région d'Alicante dans les années 1880-90. Il y avait une autre branche de la famille qui venait plutôt de France, c'est-à-dire d'Alsace. Alors, contrairement à ce que je pensais, pas des Alsaciens lorrains qui sont venus
après 1870 en Algérie, en compensation de l'annexion par l'Allemagne et par le fait que ceux qui voulaient rester français, à ce moment-là, on leur proposait d'aller en Algérie, comme on aurait pu leur proposer d'aller en Amérique, mais l'Algérie, à l'époque, c'était déjà la France, disons, pour reprendre une formule. Et donc, toutes ces composantes qui ont fait ce que je suis, ça m'intéressait de les explorer. Donc, j'ai eu ce projet de travailler sur cette histoire-là, mais en reprenant les choses au départ, c'est-à-dire le début de la conquête et de la colonisation. Alors, pour revenir vraiment à la question strictement d'où je parle, j'aurais pu parler en tant que pied noir, c'est-à-dire faire une espèce de défense et illustration de la présence française en Algérie avec ses guillemets, ses aspects positifs, parce que c'était plutôt ça qui était transmis par ma famille, c'est-à-dire des gens qui étaient arrivés plutôt déshérités, enfin qui arrivaient, vous voyez, d'Espagne pour des raisons sans doute économiques, qui venaient s'installer dans cette Algérie qui était une espèce de promesse de vie meilleure. Ceux qui, du côté français aussi, étaient soit des réprouvés, donc après l'Alsacien, il y a eu des gens qui avaient fait la révolution de 1848, vous voyez, des gens qui étaient en délicatesse peut-être avec le système, enfin avec le gouvernement français peut-être. Enfin, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui constituent ce qu'ont été mes ancêtres et qui ont fait leur souche d'une certaine manière en Algérie. Donc j'aurais pu effectivement raconter tout ça de façon assez édulcorée, mais et en me situant à ce moment-là dans un registre, j'allais dire, de nostalgérie, hein, comme c'est un terme qui a été forgé justement, qui concerne un petit peu cette espèce de nostalgie à propos de l'Algérie qu'ont beaucoup de Français d'Algérie. Mais dès le départ, je me suis dit non, si je veux essayer de comprendre cette histoire, il faut que je prenne l'histoire un peu par tous les bouts et que j'évoque aussi ce qu'a été la conquête auprès justement des populations qui étaient là précédemment. Et donc en prenant une espèce de récit polyphonique, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire en essayant d'explorer un peu les tenants, les aboutissants, et tout ça vu à hauteur d'homme, c'est-à-dire par les personnages, par les destins individuels et par la manière dont tout ça s'est mis en place. Et toujours de façon, ce qui était très important pour moi, c'était de me situer toujours aux époques que je décris, c'est-à-dire quand je parle de 1830, je vais voir la presse de l'époque, je vais voir ce qui a été écrit, réalisé aussi du point de vue des images. Et ça, c'était aussi une source pour moi, c'est-à-dire, puisque je raconte des histoires avec du dessin et avec du texte, toute la partie texte, effectivement, doit se composer autour d'un scénario qui va raconter une histoire, mais toute la partie image, il faut savoir comment je vais l'alimenter. Et donc, je me suis beaucoup servi de ce qui a été ce courant qu'on a appelé la peinture orientaliste, puisque la photographie n'existait pas en 1830. Et donc, il y avait à la fois des peintres voyageurs, Delacroix, quand il est au Maroc en 1832, il fait un bref séjour à Alger, à son retour, et donc il dépeint ces femmes d'Alger dans leur appartement, tout ce qui a nourri ensuite sa peinture, et qui a ensuite été aussi le début d'un courant pictural qu'on appelait l'orientalisme, avec, là aussi, j'étais pas dupe, si vous voulez, de cette utilisation de ces images, parce que, à mon sens aussi, la peinture orientaliste a été d'une certaine manière la courroie de transmission de l'entreprise coloniale, c'est-à-dire ça donnait aussi à voir, à rêver, à fantasmer aussi sur cet Orient qui était parfois plus rêvé que réel. Mais avec toujours, moi, ce qui m'intéressait, il y avait aussi des peintres militaires, parce que la photographie n'existant pas, on peut dire que, vous savez, on a une expression qui a été employée au moment de l'invasion d'Irak en 2003 par les Américains, c'est les journalistes embedded, c'est-à-dire embarqués avec l'armée pour décrire ce qui se passe, mais évidemment avec un biais qui est celui du commanditaire, hein, c'est-à-dire évidemment. Donc, ces peintres militaires existaient aussi, et donc on avait à sa disposition une grande quantité d'images dont je me suis servi, évidemment, pour voir où ça se passait quand il y a l'expédition de Constantine en 1837 avec la neige, etc. Il y a des choses qui documentent tous ces événements. Donc, la manière que j'ai eue de raconter ça, c'était d'essayer de contextualiser toujours et donc de m'intéresser aussi à ce qui était raconté à l'époque sur cette conquête et cette colonisation. Donc, ce matin, on évoquait un participant dans l'assistance évoquer la terminologie aussi qu'on employait. Par exemple, la terminologie, le mot algérien, qui aujourd'hui fait sens pour tout le monde,
était employé à l'époque pour les Français habitant en Algérie, enfin pour les habitants de l'Algérie. Donc quand on reproche souvent, et surtout en Algérie, à Albert Camus de parler des Arabes et de pas parler des Algériens, c'est que simplement ce mot n'était pas en vigueur à l'époque pour désigner les populations qu'on appelait musulmanes, indigènes, etc. Donc c'est toujours très important de se situer à l'époque qu'on est censé décrire, parce qu'on comprend mieux aussi l'état d'esprit de l'époque, l'esprit du temps. Et c'est ça aussi qui m'importait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai raconté des histoires avec comment un ancien communard devient colon en Algérie, ce qui à l'époque n'était pas nécessairement incompatible, comment c'était plutôt les républicains à l'époque de Napoléon III qui étaient les plus fervents colonialistes. On l'a vu ensuite avec Jules Ferry, comment les militaires avec les bureaux arabes étaient plutôt dans une démarche qui consistait à maintenir plutôt les structures de l'Algérie d'avant la présence française. Mais tout ça, je l'ai appris un petit peu au fur et à mesure. Je ne suis pas historien de formation, mais c'est une manière que j'ai eu de me documenter pour raconter mon récit à ce propos-là, mais toujours en essayant de me remettre effectivement dans les époques que je décrivais. Et on va en parler plus Voilà, tout à fait. précisément quand on parlera de c'est pour dire Carnet d'Orient. la manière dont je me situe, c'est effectivement essayer de prendre un peu de distance avec tout ça pour que mon biais, enfin ce qui pourrait être mon biais d'enfant de pied noir, soit mis vraiment, disons, à distance. Bonjour. Donc moi, je vais me situer en fait un peu dans mon histoire familiale parce que je suis donc née à Nancy, dans l'est de la France, dans une famille. Donc ma mère est française et mon père est algérien. Et j'ai grandi dans une famille où j'ai pas eu de transmission de la mémoire ou de la langue. Mon père est kabyle, mais il me parlait pas kabyle ou il me parlait pas arabe. Et donc très tôt, je crois que dès l'âge de 13-14 ans, j'ai voulu apprendre l'arabe et je me revendiquais algérienne. Donc la cour du collège, avec mes amis qui étaient enfants d'immigrés. Et donc j'ai commencé mes études d'arabe au lycée, puis j'ai continué en sciences politiques et en arabe à Lyon. Et j'ai poursuivi ma quête en fait d'algérianité. Je suis partie en Égypte pendant 1 an, étudier l'arabe littéraire et l'égyptien. Et puis j'ai vécu 2 ans en Palestine où j'ai documenté l'occupation militaire. Et quand j'étais en Palestine, mon père m'a envoyé un scénario de film parce qu'il est réalisateur. Et toute sa vie, il a eu des projets de films comme ça où il essayait de se raconter. Et il m'a envoyé Lettre à mes filles, donc, où il racontait son enfance pendant la guerre d'Algérie, où il me parlait de ce village, Mansoura, dans le sud de la Kabylie. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'étais pas prête à recevoir ce scénario. Il me l'a offert à nouveau à Noël, emballé dans un beau papier cadeau. Je l'ai rangé. Je pense que je voyais pas l'importance de ce scénario à cette époque. Et je suis partie grâce à une bourse aux États-Unis, à l'université de Georgetown, pour faire un master d'études arabes. Et j'avais un prof qui s'appelle Oussama Abimershed, que je remercie aujourd'hui, qui est un Libanais-américain spécialiste de l'Algérie coloniale. Et il m'a dit, puisque vous êtes d'origine algérienne, vous allez creuser du côté de l'oubli. Moi, j'ai dit, je ne sais pas de quel oubli vous parlez. Je suis là, bon. Et il m'a dit, voyez avec votre père. Donc j'ai appelé mon père et puis je lui ai dit, mais il n'y a pas des sources dans la famille que je pourrais utiliser pour un travail en histoire? Et il m'a dit, non, tu sais, on est quand même une société très orale. Je ne crois pas qu'on ait un grand-père ou arrière-grand-père qui a laissé ses mémoires. Et il me dit, mais par contre, tu sais, il y a mon scénario, Lettre à mes filles. Et donc là, j'ai dit, bon, oui, alors. Et il me dit, il y a l'histoire des regroupements. Je sais quoi, les regroupements? Et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, c'est le point d'attaque d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration. Je dis, j'ai pas beaucoup plus compris. Donc j'ai retenu le mot errance et puis je suis allée voir à l'université il y avait des livres francophones, etc., dont Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le déracinement, et j'ai découvert l'ampleur
de cette politique mise en place par l'armée française pendant la guerre, qui consistait à déplacer les populations civiles, notamment dans les montagnes, qui apportaient un soutien émotionnel, logistique, de vivre au Front de Libération Nationale. Et en fait, l'idée, c'était de vider tous ces villages qui étaient ensuite regroupés dans des camps qui pouvaient contenir la population de plusieurs villages, et souvent à proximité d'un poste militaire de l'armée française, avec une logique de couvre-feu, de surveillance. Et donc, moi, je découvre en fait l'ampleur, parce que c'est plus de 2 millions de personnes qui ont été déplacées de force. Et j'ai un peu un vertige, en fait. Je me dis, mais comment on peut ne pas connaître cette histoire, en fait? Et c'est vrai que, du coup, pour moi, ça a été un peu une sorte de choc émotionnel. Et mon père, ça faisait 50 ans qu'il n'était pas retourné dans son village. Donc, je lui ai dit, bah, viens, on y va. T'as pas le choix, c'est pour mon diplôme américain. Et donc, il m'a suivie. Et en fait, on a pris une petite caméra. On a eu un peu cette idée que c'était quand même un voyage initiatique important. Et donc, on a commencé à filmer dans le village. Et moi, je faisais mes recherches pour avoir des informations et des documents sur ces déplacements forcés, comment son village était devenu, lui, un camp de regroupement. Et ensuite, j'ai poursuivi. J'ai été rencontrer des soldats français appelés pendant la guerre qui avaient servi en fait dans la région de Mansoura. Puis j'ai été dans les archives militaires de l'armée française, etc., etc. Et puis après 8 ans de travail, j'ai pu réaliser ce film qui s'appelle « À Mansoura, tu nous as séparés », dont je vous projetterai un extrait tout à l'heure. Donc en fait, moi, je me place dans cette filiation. C'est une filiation aussi cinématographique, puisque mon père a fait partie de ces étudiants algériens envoyés en Europe pour être formés au cinéma et créer le cinéma de l'indépendance. Malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait, et très vite, il a décidé de s'exiler, mais il n'a pas réussi non plus en France à raconter son histoire. Cela dit, pour la petite histoire, là, il prépare son film. Je vous raconterai un peu plus tard. Mais voilà. En tout cas, c'est toute cette histoire qu'on a déblayée et qu'on est allé chercher ensemble, et que je partage aujourd'hui à travers des projections. Merci. Bonjour. Alors, moi, d'où j'écris, moi, j'écris avant tout de mon ventre. J'écris à partir de l'intérieur, de l'intime, de mes émotions, les miennes et celles qui me traversent, de ce que je peux absorber de celles des autres, du ventre, de mon ventre à moi, et aussi du ventre de ma mère. Parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère a vécu dans un camp derrière des barbelés, qui était sur le sol français et qui était en terre d'Aquitaine. Et moi, je suis née dans ce camp, et je suis née dans ce camp parce que mon père était harki et qu'il s'est battu dans l'armée française pour les valeurs françaises pendant la guerre d'Algérie. Tout comme son père, qui s'était battu pendant la Seconde Guerre mondiale comme soldat indigène pour libérer la France du nazisme, tout comme mon arrière-grand-père, qui était un soldat poilu, qui s'est battu pendant la Première Guerre mondiale pour, dans les tranchées, et qui est mort à Verdun. Donc moi, j'écris de mon ventre parce que c'est une écriture de résistance, et c'est une écriture qui a une dimension existentielle. C'est-à-dire que existentielle et exister et résister au rouleau compresseur de l'histoire officielle qui a nié, effacé l'existence des harkis, de toute cette tradition militaire en Algérie et plus largement dans les anciennes colonies, de toute cette armée d'Afrique qui a aussi fait partie de l'histoire coloniale et
qui a versé son sang pour la France. Donc, voilà, pour moi, cette écriture a pour but, j'écris pour dépolitiser, pour montrer à quel point l'histoire officielle, politique, peut avoir des conséquences absolument terribles et annihiler des populations. J'écris aussi parce que du ventre, parce que c'est à cet endroit-là qu'on peut aborder, qu'on peut dépolitiser le regard et aborder cette histoire sous l'angle de l'humain. Parce que c'est la seule manière d'apporter de la complexité, de la nuance, quand on comprend comme que dans l'intime des familles, cette guerre d'Algérie et ces fractures idéologiques ont imprégné l'intime des familles. Moi, dans ma famille, mon père était harki, mon oncle était au FLN. Donc, et que cette scission, ces scissions sont idéologiques, ont profondément fracturé des familles. Parce qu'il n'y avait... j'écris du ventre parce que pour éviter les pièges du mental et les pièges de l'intellectualisation et de l'idéologisation, pour revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que mon père harki, mon oncle au FLN, il n'y avait aucune haine entre eux. C'était deux frères. Donc moi, j'écris aussi du ventre parce que c'est la seule façon que j'ai trouvée pour retisser, pour retrouver ce sens de la fraternité. Au-delà de l'histoire officielle, au-delà des mensonges de l'histoire, au-delà de tout ce qu'on a voulu nous faire croire, et que dans cette histoire coloniale aussi, il y a de la fraternité. Il y a eu aussi des liens extrêmement forts et puissants et humains, indestructibles, entre des êtres humains de quelque religion ou culture qu'ils aient pu être. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour ces réponses très riches qui me permettent peut-être, après cette question du lieu d'où vous parlez, de peut-être parler un petit peu plus de vos choix, à la fois esthétiques et éthiques, dans vos choix de mise en mots et surtout de mise en image. Donc, je vais commencer à nouveau avec Jacques Ferrandez. On va vraiment dire que je fais preuve de favoritisme. Mais en fait, là, c'est parce qu'on va parler d'une période, notamment, vous en avez déjà touché un mot, qui est celle qui précède la guerre d'indépendance nationale, la guerre d'indépendance algérienne, qui est donc la période entre 1830 et 1954. Donc, je sais que dans les carnets d'Orient, je vais les montrer. Donc, dans les carnets d'Orient, c'est une période qui n'est pas très présente dans les représentations du passé colonial, ni dans les films, ni dans les films français, et à ma connaissance, très peu aussi dans les films algériens, puisque la période qui va finalement... sur laquelle on va se concentrer, c'est plutôt la guerre. Et c'est celle-ci qui va prendre beaucoup de place. Alors, voilà, un peu en complément de ce que vous avez dit, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé. Donc, vous l'avez dit, un travail de recherche. Vous avez évoqué l'orientalisme et puis vous avez choisi de garder Orient. Donc, comment vous avez travaillé avec, j'ai pas envie de dire le spectre, mais quand même la pression, cette idée de ne pas tomber, de ne pas verser dans une représentation orientaliste, qu'elle soit picturale, mais aussi littéraire. Et donc, j'ai choisi ce passage parce que je me souviens en le lisant, j'ai eu les nouvelles de Loti à l'esprit, les hommes dans la Casbah, des récits du 19e siècle où on a voilà, des hommes, des marins qui arrivent dans la Casbah d'Alger, et puis c'est ce lieu mystérieux, sensuel. Et donc,
comment justement, dans vos dessins, comment on fait pour ne pas être dans le cliché, dans le stéréotype, comment on fait pour les déjouer, et est-ce que ça reste une inquiétude dans le dessin? Oui, alors ça l'a été, cette inquiétude. Mais en fait, je me suis dit que la meilleure manière de traiter le sujet, c'est de faire comme si le personnage principal racontait son histoire à la première personne. C'est-à-dire que, on le voit là sur cette image, un fragment du carnet. Là, on est plutôt dans la représentation des peintres militaires, hein, c'est-à-dire avec quelqu'un qui suit comme ça les expéditions. Alors évidemment, j'imagine un personnage qui va être ballotté par l'histoire, il va se retrouver au contact d'Abdelkader, il va devenir son secrétaire, il se convertit, enfin, il feint en tout cas de se convertir à l'islam pour pouvoir approcher Abdelkader. Je me suis inspiré de beaucoup de récits, hein. Il n'y a pas que les peintres, il y a aussi des récits qui ont été... Alors, parce qu'on dit toujours, l'histoire coloniale, la guerre d'Algérie, c'est un, comment dire, un angle mort de notre histoire, on n'en parle pas. En fait, c'est faux. Il y a une énorme littérature qui documente tout ça depuis le début. Les écrivains, les reporters de l'époque, les rapports, y compris les rapports militaires, les rapports d'architectes, hein, sur les correspondances. Enfin, il y a énormément de choses sur cette période-là. Ensuite, même la fiction s'en est emparée, c'est-à-dire assez rapidement. Et donc l'idée, c'était effectivement d'avoir une subjectivité qui soit celle d'un personnage de l'époque, encore une fois, pour essayer de le contextualiser et de voir aussi, et c'est ça qui m'avait frappé dans les travaux des peintres, c'est que souvent, il y avait, quand ils étaient allés sur place, Delacroix, Fromentin, beaucoup de peintres qu'on peut voir aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris, avaient des carnets extrêmement riches, extrêmement spontanés, en fait, sur la réalité de ce qu'ils voyaient. Et souvent, après, dans la reconstitution qu'ils pouvaient en faire sur des toiles beaucoup plus monumentales, il y avait beaucoup plus, disons, de boursouflure sur le plan du décorum, des attitudes, etc., avec quelque chose qui, effectivement, pour le coup, l'a donné beaucoup à fantasmer. Et même le terme de Orient que j'ai gardé volontairement, c'est parce qu'à l'époque, l'orientalisme, c'était quelque chose d'assez flou, d'assez vague, qui concernait en fait tout ce qui se passait au sud de la Méditerranée. Ça allait du Maroc à la Perse, voire davantage. Et le premier malentendu, il est peut-être là, c'est que ce qui était considéré par nous, occidentaux, comme l'Orient, c'est considéré dans le monde arabe comme l'Occident. Le Maghreb, c'est l'Occident, c'est le couchant. Donc déjà, il y avait cette espèce de malentendu sur le choix des termes et qui a entraîné peut-être tout le malentendu ensuite qui s'en est suivi. Donc ça m'intéressait aussi de reposer un peu cette question par rapport à une histoire ensuite qui va se dérouler, même si au départ, il faut être très honnête, je n'avais pas l'intention de faire autant. En fait, j'avais cette idée sur le début de la colonisation, j'avais un peu l'idée aussi d'introduire les récits de mon grand-père maternel qui me racontait son enfance. À l'époque, j'ai beaucoup fréquenté ce grand-père qui était un peu lointain jusque-là. Je suis venu habiter à Paris en 84. Ce grand-père que je voyais à peu près une fois par an, parce que moi j'habitais à Nice avec mes parents, et ce grand-père qui habitait à Paris, que j'ai revu à ce moment-là très très fréquemment, et à qui j'ai demandé l'autorisation d'enregistrer ces récits, ça a été pour moi aussi probablement le point de départ. C'est-à-dire que j'avais là des récits qui concernaient le début du XXe siècle dans le sud algérien, puisque le père de ce grand-père était chef de gare à Beni Ounif, qui est une gare qui était sur la ligne de chemin de fer en construction vers le sud, vers Aïn Sefra, etc., vers Béchar. Et donc, ce grand-père qui avait cette charge de chef de gare, son arrière-grand-père, donc, a élevé son fils, c'est-à-dire mon propre grand-père, dans un univers complètement Far West. Enfin, c'est-à-dire que ce que me racontait mon grand-père, ça suscitait déjà chez moi beaucoup d'images. Donc, l'idée de mettre tout ça ensemble pour en faire un récit qui s'appuie sur une base historique la plus sérieuse possible, me permettait aussi d'introduire des choses plus intimes, plus familiales. Mais en effet, il y a toujours cette idée d'une subjectivité dans chacun des récits et qui permet aussi comme disait Dalila, d'introduire aussi de la complexité, parce que moi, je me méfie énormément de tout ce qui est dogmatique, idéologique, manichéen. J'ai jamais eu, si vous voulez, un esprit militant dans quoi que ce soit, c'est-à-dire même au moment quand on envisage ce qu'a été la guerre d'Algérie, effectivement, toute la complexité que décrit Dalila, pour moi, c'est ça l'énigme humaine qui m'intéresse, c'est-à-dire, c'est pas de définir qui est bon, qui est méchant, qui est dans son bon droit, qui est dans
Vous voyez, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est les parcours individuels et qui traduisent aussi ce qu'est la complexité d'une situation, qui bien souvent, d'ailleurs, est jugée après coup. Hein. L'histoire, on ne sait pas ce qu'elle est au moment où elle se déroule. Donc, la tradition militaire dans la famille de Dalila peut tout à fait expliquer aussi ses engagements à un moment donné. Et puis ensuite, il y a les vaincus de l'histoire et il y a de l'autre côté, disons, les héros avec toutes les mythologies aussi qui vont avec ça. Et moi, je me prends toujours beaucoup de précautions avec ça, justement. Mhm. Et donc, vous disiez, il y a les vaincus et de l'histoire, il y a aussi ceux qui sont finalement tenus en silence pendant un certain temps. Donc, peut-être que pour continuer à discuter avec... Voilà, très bien. Donc, je voulais, avec Dorothée, un petit peu aussi explorer ces choix à la fois esthétiques, documentaires. Donc, vous nous avez expliqué comment vous êtes arrivé à ce documentaire en prenant cette caméra pendant le voyage. Et j'aimerais aussi peut-être que vous nous parliez de vos choix, puisque vous parlez d'un passé. Donc, on pourrait imaginer que dans le documentaire, quand on parle du passé, on a souvent recours à des images d'archives. C'est pas exactement ce que vous faites. Comment on met justement, quel est les dispositifs que vous choisissez? Et peut-être, avant de vous donner la parole, passer un extrait du documentaire. Je vais commencer. Peut-être qu'on peut juste éteindre les lumières, ou je ne sais pas si c'est faisable. Voilà, je sais pas. Ouais, ça va comme ça. يوم الرحلة شوية شفت حاجة اللي شفت عليها مليح اللي ما عجبتني بزاف كي جا يقلع الكاميرا بلاص ركبوا وتاتي تمار جدة عماماتي ياك جاي يمشي قلت أنا ولد عمي هو شوي كبير عليا أنا كنت حوالي 7 سنين في عمري هو كون 10 يكون 9 ما لحقش 9 كاين واحد كان تما واقف كان عنده واحد كان بزاف العسكر كان اللي يمشيو وكاين اللي حابسين عند الفون هذاك ما خلاناش نهربو مانيش فاهم علاش اليوم مقدرش نشرحها كان مشى مش فاهم كيف مشى راح راح جدة راح بناتي من الحياة من الحيارين نشوفوا في بعضنا واحد الساعة قريب ساعة هذا شوية مدة بس كنا نقولوا هناك شعور تاع خوف حيرة حيرية كاش واش راح يصير كنشوف السيد داك هزنا من النور ولا حنا في الكامل كنا في البيت والساعة كلماتنا يحطنا هذاك الشيء كان القش هذاك قاعدين نشوفو في السماء كيفاش حنا شغل على كبير طبعا نشوفو السماء من بعد طريقة يعني منشفاش عليها منشفاش كيفاش نعرف بلي الطريقة اللي كاينين فيها مشيتش واش منشفاش عليها كيف نشفى عليها كانت مدة فتحنا راني ما نشعل كان قلق هذاك الكابين أنا فداش فيه ولا القعدة هذيك كنا قاعدين فيها المهم أنا ما شفتش
أتذكر في كيس نفسي حديث كان كان اشتغل يعني شيء طريق صونا شيء ما كيف ما كنتش عارف وين رايح فين وين شفتوا في العلالة نساو ما عندهمش معنا فترة منصورة بعد عرفتها دخلت على منصورة من بعد باش ما عرفتش كنتش خايف ما كنتش نعرف منصورة ما عرفهاش في ناس تاع منصورة ما نعرفوش Voilà, j'ai voulu passer l'extrait un peu dans la longueur parce que, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mes recherches que, en fait, il n'y avait pas de témoignages de populations regroupées. C'était souvent à travers l'analyse de chercheurs comme Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad ou Michel Cornaton qui a travaillé aussi sur le sujet. Bien sûr, il y avait la presse de l'époque, 1959, quand le rapport de Michel Rocard a été publié dans le journal Le Monde et que des reportages ont été faits ensuite sur ces camps de regroupement et sur notamment les conditions de vie dans ces camps. Mais il me manquait vraiment le témoignage de l'intérieur, en fait, l'émotion de ce qui avait pu être vécu, comment ça avait pu être ressenti. Et c'est vrai que vous voyez que c'est un témoignage vraiment fort. Enfin, c'est un homme qui se confie à moi et il s'est confié à moi une première fois. Il est allé très très vite pour me raconter. Et je lui ai dit, prends le temps et mets des silences. Prends le temps de te souvenir. Et effectivement, à un moment donné, il a éclaté en sanglots et c'était très perturbant pour moi parce que c'est quand même un homme de 70 ans et j'étais face à lui et c'est arrivé souvent en fait pendant le film parce que je l'ai vraiment pensé comme en fait restituer une possibilité d'espace pour qu'eux puissent s'exprimer et en toute liberté, en toute dignité aussi. Et j'ai travaillé avec Hassan Ferhani, peut-être que vous le connaissez, le réalisateur de Dans ma tête un rond-point ou 143 rue du désert. Et c'est quelqu'un qui a une profonde écoute et aussi attention à ce qui se passe, à ce qui se joue. Et il m'a vraiment accompagnée aussi dans peut-être ce retrait parce qu'à plusieurs moments, étant moi la fille de mon père dans ce village et étant par moments moi-même bouleversée par les récits que j'entendais, et quand il y avait parfois des hommes qui se mettaient à pleurer, j'avais envie de rentrer dans le cadre et de les prendre dans mes bras. Et puis il me disait, reste à ta place. Et c'était très juste parce que sinon j'aurais interrompu beaucoup de scènes. Et donc il y a eu vraiment ce travail de restituer un cadre pour leur permettre d'exister dans leurs paroles. Et j'aime beaucoup dans ce choix esthétique aussi, où le spectateur est lui aussi sur la route. Enfin, le fait de filmer dans la camionnette avec votre père, si je ne me trompe pas, hein, qui est sur la gauche. Et cette façon, finalement, où les images complètent le récit sans qu'on ait forcément recours à l'image d'archives noir et blanc, qui nous donne peut-être cette impression de vérité. Or là, la vérité y est aussi. On n'a pas besoin forcément d'archives. En fait, j'ai cherché des archives donc visuelles et c'est beaucoup des archives de l'armée française, donc des archives de propagande. D'ailleurs, j'ai organisé une projection de ces archives dans le village et c'est le moment où la colère a surgi. Comme si, en fait, cette confrontation au discours officiel sur ces camps était insupportable. Mais en fait, le reste du temps, comme j'allais juste chercher leur mémoire intime, ils ne se sentaient pas du tout menacés. Ou, ça se faisait avec beaucoup d'amour, en fait. Et je pense que c'est ce qui a permis de fabriquer cette mémoire visuelle ensemble et de fabriquer ces récits. Merci beaucoup, Dorothée.
En lisant, quand j'ai lu Mon père se harkine, il y a une phrase qui m'a émue, frappée, qui continue de résonner en moi. C'est quand vous citez Dalila, votre frère, qui dit regarde ce qu'ils nous ont fait, et que vous reprenez, et c'est une phrase que vous reprenez souvent dans vos écrits, et dans vos tribunes, dans différents journaux, où vous dites eh ben, depuis, je regarde. Et donc cette idée de regarder, de peut-être rendre justice par le regard, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et donc dans l'extrait que je vais montrer, qui est donc une adaptation, donc le regard y est déjà, mais ça m'a beaucoup frappée parce que j'ai été aussi très sensible au regard du personnage féminin, donc de Leïla, qui est jouée par Leïla Barty, dont on voit justement ce regard qui change au cours de la scène. Donc je vais montrer cet extrait et vous donner la parole. Pardon, je suis trop étonnée. Tu sais que c'est pas... Excusez-moi. Voilà. Une voiture viendra demain à 8 heures. Au centre de redressement, ils sauront éduquer ta fille, puisque tu n'en es pas capable. Ma fille n'ira nulle part. Pardon? Tu sais que c'est facile pour moi. Un coup de fil et je te renvoie fils à Anglaise. Allez-y, qu'est-ce que ça changera? Ici, on ne sera jamais traité comme de vrais Français. Non, mais je rêve. La France, elle t'a sauvé, toi et ta famille. C'est comme ça que tu nous remercies. Si. Pour tous les acquis, vous avez laissé mourir en Algérie. On s'engage avec les officiers français, nous faisaient de belles promesses. Ils nous disaient que jamais la France ne nous abandonnerait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la guerre, mon propre capitaine nous avait l'armée la nuit pendant qu'on dormait. Le lendemain matin, à 7 heures, quand on s'est levé, il fouettait les camps avec ses hommes. Nous, les harkis, on pleurait. Les FLN, ils riaient. Et vous, les soldats français, qu'est-ce que vous avez fait? Lorsqu'on s'accroche à vos camions, vous nous donniez des coups de crosse sur les doigts, comme on vous tue. Le FLN nous a massacrés, égorgés, arrachés la peau, enterrés vivants. Même nos bébés les ont tués devant vos yeux. Et vous, les soldats français, vous n'avez rien dit. Vous avez trahi les harkis. Non, tout le corps maintenant. Non! Maintenant, je pars. Ton armée française, elle a perdu son honneur en Algérie. Viens de parler d'honneur, toi qui as trahi tes frères. Et le FLN, c'est pas mes frères. Tu sais pourquoi moi je suis devenu harki? Toute notre vie, les colons nous ont exploités. Moi, j'étais pas pour l'Algérie française. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Si t'aimes pas la France, vas-y, retourne dans ton pays d'arabe. Pas bien. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai combattu en Algérie. C'est toi, mon capitaine. J'ai tout perdu en Algérie, tout. Ma terre, ma famille, mon honneur. Je suis mort. Mais pas mes enfants. Eux, ils sont vivants. Ils méritent autre chose que ce camp. Ils méritent de vivre comme tous les autres enfants de France. Donc par rapport à cette question
du regard et aussi ce discours contre l'histoire officielle. Est-ce que vous pouvez justement commenter cet extrait? C'est difficile pour moi de commenter ce passage parce que ça me percute toujours. Et effectivement, quand j'ai travaillé avec le réalisateur Alain Tasma, c'était important, moi, dans mon écriture scénaristique, de montrer l'évolution du regard de la fille, du personnage, Arki, interprété par Leila Bekti, sur son père. Parce que c'est à ce moment-là que le regard d'une fille sur son père bascule. Et moi, c'est évidemment quelque chose que j'ai puisé, moi, dans mon histoire personnelle, parce que quand je vous expliquais tout à l'heure que cette guerre d'Algérie a fracturé les familles, c'est qu'elle a aussi fracturé les générations. Elle a fracturé le lien entre les générations. Et pour moi, ça a été compliqué, enfant, adolescente, d'être confrontée à un regard social, un regard de la société française qui était extrêmement dénigrant, diffamant, comment dire, méprisant, voilà, et humiliant sur mon père. Et qu'il y a des moments où moi, en tant que fille, j'ai été imprégnée de ces stéréotypes et je le regrette aujourd'hui, mais ça a été extrêmement douloureux. Mais j'ai jugé mon père. Et aujourd'hui, je ressens une grande colère, qui est aussi la colère de Smaïn. Je ressens une grande colère contre cette histoire officielle qui pousse, ce que vous disiez, Jacques, qui livre une histoire manichéenne, qui dit, voilà, il y a des vaincus et des vainqueurs, mais personne ne gagne. Dans une guerre, tout le monde est perdant, parce que c'est la violence qui a gagné. Donc, c'est la violence et la mort. Et c'est ce que dit aussi le personnage. Le père est mort. Mais il y a aussi il y a une partie de lui qui est morte dans cette guerre, dans cette sale guerre, et toutes les guerres sont sales. Il y a une partie de lui qui est morte. Mais celle qui se bat, c'est celle qui veut un avenir meilleur pour sa fille, pour ses enfants. Et c'est évidemment, c'est très autobiographique, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de très universel là, dans ce comment dire, parce que vous parliez de regard, c'est le regard d'une fille sur son père, mais c'est aussi le regard qu'on peut aujourd'hui avoir sur... c'est ce que j'ai écrit dans Le Monde hier. C'est aussi regarder aussi tous les fantômes du passé, tous les fantômes de cette guerre, tous les morts, et tous les morts de tous les côtés, et les fantômes de ces morts qui, aujourd'hui, 60 ans plus tard, hantent encore les vivants que nous sommes. Et je pense qu'il faut regarder aussi cette obscurité en nous,
et cette obscurité de l'histoire commune entre la France et l'Algérie, tout simplement pour réparer les vivants, pour que les générations futures, nos enfants, n'héritent pas d'un regard déprécié sur leurs ancêtres. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nécessité de retisser du lien entre les générations et entre les... Enfin, j'aime pas le mot communauté, parce que mais entre toutes les personnes qui ont traversé cette guerre. Et moi, je suis très souvent, je suis très touchée par notamment votre travail que je connais mal, mais ça me donne envie de le découvrir plus, parce que souvent, je dis que les camps de harkis en France, il y en avait plus de 70, dont certains extrêmement répressifs et qui ont fonctionné pendant entre 20 et 30 ans, étaient le prolongement des camps de regroupement en Algérie. Donc il y a eu aussi une logique coloniale qui ensuite est devenue une logique à alimenter une logique post-coloniale, et qui fait que j'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui aussi dans nos regards, il y a une nécessité de décoloniser nos regards, décoloniser nos imaginaires. Et j'aime beaucoup la phrase de Smaïn quand il dit « Mais le FLN, c'est pas mes frères ». Et pour moi, dire les harkis ont trahi leurs frères algériens, c'est une vision colonialiste de l'Algérie. Pour moi, ses frères, ses frères nos frères sont humains. La fraternité, elle est humaine. Elle dépasse les frontières, elle dépasse les cultures, elle dépasse tout. Donc voilà, je pense que le regard, et ce qui est important, c'est la décolonisation des regards, pour moi. Oui. Et si je peux réagir à ce que tu dis, justement, quand j'ai lu ton livre, j'ai été vraiment frappée par déjà la précision de ta documentation, en fait, l'organisation du camp. Et on est vraiment dans de la micro-histoire très, très approfondie. Et c'est vrai qu'il y a une continuité dans l'idée de concentrer des populations, dans l'idée de les surveiller, de les séparer, avec tout le trauma que ça implique. Il y a eu environ 4000 camps de regroupement en Algérie, qui ont duré pour certains toute la période de la guerre, mais pour d'autres qui ont été moins longs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose peut-être que je partage avec vous, parce que j'ai continué mon enquête après avoir fait le film sous forme de documentaire radiophonique. J'ai fait un podcast de 2 heures qui s'appelle l'Algérie des camps, que vous pouvez écouter sur France Culture, parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais des projections, j'avais des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient... En fait, moi, quand je vais en vacances en Algérie, je ne vais pas dans le village de mes ancêtres, je vais dans le camp, qui est devenu aujourd'hui un bourg. Hier encore, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Mais en fait, je viens de découvrir que mon père était dans un camp de regroupement. » Et en fait, il y a une succession de camps dans l'histoire coloniale. On connaît davantage, grâce notamment à ton travail, mais le travail d'autres aussi, l'histoire des camps de harkis. Et d'ailleurs, quand je parlais des camps de regroupement, on me disait souvent « Ah, mais c'est des camps de harkis ». Non, c'est pas la même histoire, en fait. Même si, effectivement, certains camps sont devenus des lieux de recrutement harkis, notamment du fait de la misère de ces camps. Mais voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve, et je te remercie pour le travail que tu as fait, et vraiment aussi la liberté que tu as à exprimer une colère, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on n'ose pas dire.
Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le film, c'est toute la question de l'appartenance. En fait, on appartient à quelle histoire et qui sommes-nous, même en termes de nationalité? Est-ce qu'on peut se revendiquer pleinement français, pleinement algérien? Enfin, voilà, il y a toutes ces difficultés, ces tiraillements, et que je pense qu'on essaie aussi de résoudre par nos travaux de création, en le partageant avec d'autres. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter encore un moment, notamment cette question du camp comme modèle paradigmatique de la domination. Hein, et on pourrait remonter, sortir même de l'exemple algérien et aller au-delà. Justement, c'est ce que je trouvais intéressant de mettre en parallèle vos deux travaux. Alors, je crois que j'avais beaucoup d'autres questions, mais je voulais qu'on parle d'Alger la Noire et de l'utilisation des archives, mais bon, peut-être que le public nous donnera l'occasion d'en discuter, parce que je voudrais quand même donner la parole au public. Et j'imagine que vous avez des questions pour nos intervenants. Et voilà. Oui. À toi. Juste que vous ayez le micro. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est une observation. Et je pars la dernière fois que des camps, semble-t-il, ont eu des personnes, c'était les camps des harkis. Hein. Il y en a eu plusieurs camps en France. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Et en Près tout de cas, il y en 80. a un qui s'appelle Riversalt ou quelque chose. Rivesaltes. Voilà. Eh bien, avant vous, pendant la guerre, il y a eu les suspects algériens du FLN. Si on remonte avant encore, on a eu les Juifs pendant la guerre. Et avant la guerre, on a eu les républicains espagnols. Ça m'a troublé. Je ne savais pas qu'il y avait eu cette succession. Et j'ai trouvé ça dans différents ouvrages. Et d'un seul coup, comme il y a ce nom-là de Riversalt, je ne sais pas si c'est là que votre famille était. Oui, ma famille est passée à Rivesaltes. J'ai retenu ce mot-là, et Larzac, puis voilà. Ah, mais c'est étonnant, parce que j'étais hier à Rivesaltes, en train de... Oui, parce que je tourne actuellement un documentaire pour France 3 sur les femmes de Harki. Parce que après les accords d'Évian, beaucoup donc les familles les familles de harkis rescapées des massacres ont été internées à Rivesaltes et dans des conditions absolument terribles. Et effectivement, c'est un camp qui est de sinistre mémoire et qui traverse comme ça toute le XXe siècle et la mémoire qui a accueilli tous les indésirables de la République française. Et c'est un documentaire, voilà, sur ces femmes, et je me suis recueillie aussi, donc ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que je me suis recueillie. Aujourd'hui, il y a une stèle, il y a 4 stèles. 4 stèles, une pour les républicains espagnols, pour les juifs, pour les harkis, et aujourd'hui une 4e pour les tziganes. Il y a eu des tziganes qui ont été internés, des tziganes ont été internés dans ce camp. Donc c'est fou à quel point le camp est un outil politique qui a été utilisé tout au long du XXe siècle, et alors qu'on sait à quel point il fracture l'identité humaine et à quel point il crée des traumatismes profonds et durables qui se transmettent de génération en génération, et on continue à lui. Je ne sais pas, j'ai découvert la stèle des tziganes hier, ils ont été... Ah oui, voilà, exactement. Bonne réponse. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, je vois qu'il y a le micro est là, puis ensuite... Non, c'est pour moi, cette fois. Ouais. Ah ben oui. Non, merci pour tous ces témoignages. Je voulais revenir à la question de l'identité. Vous avez parlé de décolonisation du regard. Je pense que ça, c'est un point qui me touche pas mal, parce que bon, moi, j'ai des parents, effectivement, algériens, immigrés, illettrés. On voit qu'il y a beaucoup de parallèles avec beaucoup de gens ici. Moi, j'ai grandi en Suisse. J'ai toujours remercié, enfin, je remercierai jamais assez mon papa d'être venu
à Lausanne et d'être pas resté en France. Et j'ai l'impression quand même, quand je vous entends tous avant et maintenant, que finalement vous regardez cette histoire avec votre regard d'immigrés, fils d'immigrés algériens vivant dans le pays colonisateur, la France, et qui vous a reconditionné dans ce post-trauma et tout ce qu'on veut. Et finalement, on oublie un peu que vous avez ce regard-là, mais que d'autres n'ont pas forcément le même regard. Et je parle des Algériens ou des fils d'immigrés d'Algériens qui ont vécu ailleurs, dans des pays qui n'étaient pas forcément des ex-colonisateurs, et qui ont peut-être un autre regard sur cette identité. Je ne dis pas qu'elle n'est pas fragmentée, parce que je me suis beaucoup reconnu dans ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Mais donc j'aimerais questionner en fait sur cette question d'identité. Est-ce que vous n'êtes pas trop biaisé et là je suis un peu provocateur dans votre regard sur cette problématique d'identité parce que vous avez vécu dans un pays qui nous a, enfin pas moi, mes parents, mais qui les ont colonisés, qui les ont maltraités d'une certaine manière et qui les ont aussi forcés à s'exiler. Et donc voilà, question. Alors, je vous remercie pour votre question parce que ça me permet aussi de préciser une chose importante, c'est que moi, je me positionne pas dans un statut de fille d'immigré ou parce que c'est mon histoire et l'histoire des harkis est distincte de l'histoire de l'immigration économique. L'histoire des harkis, c'est l'histoire de Français d'Algérie qui ont décidé et choisi de le rester. Pour comprendre ça, donc moi et quand je parle de décolonisation des regards, c'est comment dire, c'est sortir de ce que j'appelle l'assignation identitaire. C'est-à-dire que l'autre vous assigne à une identité, quelle qu'elle soit, et décide pour vous. Il y a un très beau livre, qui est un de mes livres de chevet, qui s'appelle « Les identités meurtrières » d'Amin Malouf, prix Goncourt. Et il explique qu'on lui a toujours demandé de choisir. Est-ce que vous êtes libanais ou est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes ceci ou est-ce que vous êtes cela? Et il a toujours répondu mais je suis tout ça à la fois et en même temps je ne suis pas tout ça. Et qu'il y a tout ce patchwork identitaire en moi qui est moi mais qui ne me résume pas. Et moi, j'écris, de là d'où j'écris, écrire m'a permis de reconquérir mon identité, celle que je choisis, et de regagner en cohérence identitaire. C'est-à-dire que toute mon adolescence, j'étais persuadée que j'étais algérienne. C'était complètement absurde. Et c'était fantasmatique, étant née en France, de parents français qui ont vécu dans un département français qui s'appelait l'Algérie à l'époque, avec toute la tradition militaire française de ma famille. Donc moi, écrire m'a permis de reconquérir ma francité et de l'affirmer et de sortir, voilà, c'est ça pour moi, décoloniser le regard. C'est-à-dire que dans l'extrait que j'ai passé, quand le chef de camp lui dit « Retourne dans ton pays, l'arabe », et que Smaïn lui répond « Mais je suis plus français que vous », pour moi, la décolonisation du regard, elle est là. C'est-à-dire que on choisit qui on est. On reprend le pouvoir sur son identité et ce n'est pas à l'autre à vous assigner à une identité. Et quand l'autre refuse de vous voir tel que vous avez envie qu'il vous voie, c'est qu'il a un problème et pas vous. Il y a un très beau livre de Delphine Orwiller, qui est une femme philosophe, rabbin, sur l'antisémitisme. Et elle analyse l'antisémitisme non pas
Elle explique que l'antisémitisme n'est pas tant un problème du juif qui subit l'antisémitisme, c'est un problème du regard porté sur le juif, de celui qui porte le regard antisémite. Et j'ai le sentiment que pour les harkis, ça m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, mais au fond, pour moi, en tant que fille de harki, dans mon identité française, le fait que l'autre ne voit pas une Française, ce que je suis et ce que j'ai décidé d'être, une Française, ce n'est pas mon problème, c'est son problème. J'ai forcément envie de répondre aussi, désolée. Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est drôle, je le confiais tout à l'heure, mais j'ai souvent rêvé de la Suisse. Dans ce conflit algéro-français, je me disais, c'est le territoire rêvé, quoi, c'est la respiration. Bon, je me rends compte que c'est pas non plus si simple ici. Il y a du racisme, vous avez aussi des problématiques qui se posent à vous. Moi, je crois beaucoup qu'il ne faut pas fuir son histoire, en fait. On vit dans un contexte, il y a un conditionnement. Moi, j'étais très longtemps, je me suis interrogée sur le silence de mon père, sur sa mélancolie. J'avais besoin de comprendre d'où elle pouvait venir. Pour moi, c'est une démarche d'émancipation. C'est pas du tout une démarche d'enfermement. Il y avait tout un temps où effectivement je clamais que j'étais algérienne et puis je m'inventais des fictions et puis je parlais un mélange d'égyptien, palestinien, algérien, français, berbère. Et à un moment donné, on accepte, je pense, cette richesse et puis cette créolisation. Et je pense que aujourd'hui, en tout cas, j'aurais envie de dire, confrontons-nous au contraire à tout ce passé qui nous définit et qui parfois nous enferme. Et j'ai poursuivi cette enquête, comme je vous le disais, sur les camps de regroupement. Et une chercheuse que j'ai rencontrée à Alger m'a parlé notamment du recrutement de djihadistes dans les anciens camps de regroupement. Et une des questions, c'est le déracinement. Et le déracinement hérité par les descendants. Et comment, pour certains qui n'ont pas réussi à se réinscrire dans l'Algérie moderne et à se retrouver dans ces institutions, à retrouver une place dans l'histoire, comment, par exemple, le djihadisme propose une nouvelle filiation, une nouvelle place dans l'histoire. Et je pense que on conteste évidemment ce projet politique, mais en fait, on est tous en recherche d'une place. Moi, aujourd'hui, cette place, je la trouve dans la création, dans l'expression, dans l'écriture d'articles. Et pour moi, c'est une véritable émancipation. Après, c'est vrai que je suis un peu fatiguée de tous ces débats. J'aimerais bien qu'on n'ait plus besoin d'en parler. Mais en l'occurrence, les questions se posent tellement encore et encore que, continuons. Enfin... Oui, dans son livre Notre guerre, Francis Janson écrit « Les uns n'étaient pas tout bons, les autres n'étaient pas tous mauvais, il fallait choisir. » Et je vais prendre un choix qui est très loin du mien, c'est celui du colonel Saint-Marc. Capitaine Saint-Marc en Vietnam a la responsabilité d'une zone où il y a une minorité vietnamienne qui est qui est proche des Français. Voilà. Et arrive Dien Phu, c'est la retraite. Et les Français se retirent. Ces gens de cette minorité voudraient suivre les Français pour les mêmes raisons que les Harkis ont voulu partir d'Algérie. Et à coup de crosse, on leur empêche de monter sur les camions. Le capitaine Saint-Marc devient colonel. Il est en Algérie, il est avec des Harkis et il retrouve la même situation. Il fait un choix, il entre dans l'OAS. Je le dis, je respecte totalement. Totalement. C'est un choix qui est totalement compréhensible. Ou, je fais la nuance, c'est non pas sur Saint-Marc, c'est qu'à sa mort, il est enterré dans la grande cathédrale de Lyon. Le maire de Lyon est là, les autorités françaises sont là, tout le monde est là. Il y a des Français qui meurent, c'est l'inverse de ce que vous savez,
qui ont fait 50 bagnes pour avoir refusé de porter en Algérie l'habit militaire et de tirer sur des Algériens. Il y a des Français qui ont déserté, qui sont insoumis et qui ont fait aussi de la prison. Il y a des Français qui ont voulu soutenir les Algériens et qui ont été condamnés à 10 ans de prison. Quand donc, comme le colonel Saint-Marc, il y aura quelqu'un à leur enterrement, représentant les autorités. Je pense qu'il y a cette situation que vous décrivez, on la retrouve aussi de l'autre côté, dans ceux qui ont effectivement voulu soutenir les Algériens dans leur lutte de libération. Vous voulez dire quelque chose? Oui, juste une Je précise petite... juste rapidement que la question est posée par Niels Anderson. Comment ? Je précise juste que la question a été posée par Oui, Niels c'est Anderson. justement une petite rectification. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer Élie Denoy de Saint-Marc à la fin de sa vie. Il a été un peu un des modèles pour un de mes personnages dans un de mes albums, justement avec cette très difficile question du choix et question liée effectivement à ce que vous disiez. Donc c'était effectivement, c'était avant Dien Bien Phu, enfin, peu importe, c'était en 47 ou en 49, au moment où il y avait l'avancée, disons, communiste chinoise sur les frontières, et donc c'est là que la France décide de se retirer. Saint-Marc, qui est, précisons-le, a été un résistant, a été déporté à Buchenwald, et ensuite fait le métier des armes après la libération, se retrouve donc en Indochine très vite et est confronté à cette question-là, c'est-à-dire on abandonne les supplétifs, et effectivement, il raconte ces coups de crosse sur les mains des supplétifs qu'on abandonne et qui vont être massacrés de toute façon dans les 24 heures. C'est un tel traumatisme pour lui qu'il ne veut pas que ça se reproduise en Algérie. Effectivement, la France est engagée, on ne partira jamais, etc. Ce que disait Dalila par rapport au harki. Et petite rectification, Élie Denoy de Saint-Marc n'a jamais fait partie de l'OAS. Il a fait partie du putsch des généraux, mais il s'est rendu au bout de 72 heures. Il n'a jamais, si vous voulez, été dans les actions ensuite de l'OAS. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était pour moi une espèce de modèle de dignité, si vous voulez, et d'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est en conformité avec ses engagements et avec son honneur. Alors, honneur militaire qu'on peut contester par ailleurs, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est d'une rectitude qui peut susciter l'admiration. Et en effet, quant à sa mort, il a été... alors, il y a eu une cérémonie aux Invalides au moment de son décès. J'ai vu effectivement, et ça m'a emmerdé, disons, dans la presse qu'on l'assimilait à l'OAS. Et ouais, il y a des amalgames comme ça qui sont toujours faits. Et c'est ça aussi que j'essaye, moi, de combattre dans mes histoires. C'est ce manichéisme qui consiste à dire il est dans le mauvais camp, donc il doit endosser toute l'ignominie du camp adverse, si vous voulez. Donc, c'est ça, moi, que j'essaye de faire dans mes histoires, c'est de rendre la part d'humanité à chacun des personnages que je mets en scène, y compris s'ils ont choisi le mauvais camp. Oui, je vais faire... Oui. Alors, Bastien Thierry, c'est autre chose, mais je voulais juste rectifier sur Élie Denoy de Saint-Marc. Alors, je vais faire une petite entorse à la sacro-sainte règle du modérateur et de la modératrice. J'aimerais en fait rebondir sur une de vos remarques. Et en effet, je travaille beaucoup sur les représentations de la guerre d'indépendance. Et les grands oubliés aussi des représentations, ce sont les porteurs de valises, les Français qui se sont engagés. Vous avez tout à fait raison de le mentionner. C'est aussi des récits qui sont mis en silence. Alors, ça commence à changer. Aujourd'hui, je crois que la semaine dernière, un film qui est adapté d'un roman de Joseph Andras qui parle de Ferdinand Yveton est sorti dans les écrans, donc de nos frères blessés. Il y a un film algérien qui parle de l'opération Maillot. Donc, il y a des petits progrès, mais je suis d'accord avec vous, il reste encore... alors, je ne parle pas du tout du discours officiel qui ne les reconnaît pas, mais dans les représentations, il serait bon, je ne sais pas s'il y a des aspirants écrivains ou scénaristes, il serait bon de leur rendre hommage. Oui, enfin, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que, me semble-t-il, et depuis quand même quelques années, on peut tout dire quand même sur cette question-là. On n'est pas empêché par une quelconque censure, tout le monde peut s'exprimer, tous les camps en présence peuvent se faire reconnaître, et l'expression, jusqu'à preuve du contraire, est libre, c'est-à-dire qu'y compris sur les sujets les plus polémiques. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas empêché, si vous voulez, d'une parole. Et si vous voulez, je fais un peu un parallèle avec, en effet, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, où les historiens ont beaucoup de mal à travailler sur l'histoire
de l'Algérie avant, pendant, après la colonisation, parce que, vous savez, il y a la fameuse histoire des archives avec le rapport Stora. Le problème de l'Algérie, c'est qu'en ouvrant les archives aujourd'hui, il y a tellement de cadavres dans les placards que les membres d'ailleurs de la délégation, puisqu'on commémore ça ici, d'Évian, la plupart ont disparu. Soit ils ont disparu de la circulation, ils n'ont pas été ensuite reconnus par les différents pouvoirs algériens, soit ils ont été carrément éliminés physiquement. Donc il y a aussi un gros problème, si vous voulez, du côté algérien. Pour que toute l'histoire soit reconnue, il faut aussi qu'elle le soit de ce côté-là. Excusez-moi, je vais juste faire une toute petite réaction, juste par rapport à... C'est vrai qu'on parle de liberté d'expression aujourd'hui, mais il y a quand même des histoires qui restent beaucoup plus difficiles à raconter. Juste en un mot, mon père qui prépare maintenant un prochain film sur le sergent Blandan, qui est cette statue qui était sur la route de son village à Alger, qu'il a retrouvé à Nancy, qui est le héros de la conquête coloniale. Il prépare un film, il cherche des financements, et clairement, son texte, on lui rajoute des euphémismes pour raconter cette conquête coloniale. Donc, il y a quand même une histoire qui reste difficile à raconter dans sa violence. En France, en tout cas, les financeurs, etc., restent encore très, très timides, quoi. Alors, donc, oui, bonjour et merci pour vos témoignages. Et j'ai 2 points, donc je dirais un point complémentaire et une question qui suivra. Juste la question des déplacements, juste pour rappeler que ça a commencé depuis le début de la colonisation. Il y a eu, je dirais, au moins 3 phases de déplacement. La première phase qui consiste à la répression des premières rébellions, avec un objectif de réprimer les rébellions. Deuxième phase, au moins depuis le fin 19e siècle, avec l'arrivée d'Européens, cette nécessité de libérer des espaces pour accueillir les Européens. Et troisième phase qui était un déplacement beaucoup plus contrôlé avec, encore une fois, l'objectif de contrôler la rébellion, contrôler l'ALN et je dirais couper les combattants de l'ALN, notamment donc de leur famille, de leur village qui les nourrissait, donc toute je dirais, la logistique, en tout cas, de cette lutte pour l'indépendance. Ma question serait peut-être à Dalila Kerchouch concernant la nécessité de nuancer aussi sur l'affaire des harkis, y compris en Algérie. Et moi, j'ai grandi en Algérie, on a connu des voisins, des personnes harkis qui n'ont pas été massacrés ou qui n'ont pas été au moins physiquement inquiétés. Voilà. Oui, donc ma question serait, est-ce que dans votre famille, est-ce qu'il n'y ait pas, vous n'avez pas cherché cet autre, peut-être un autre regard donc de ceux qui sont restés, comment ils voient les choses, peut-être au sein de la famille, mais aussi des connaissances autour de la famille. Voilà, merci. Merci pour votre question. Toutes les semaines, je reçois des appels d'enfants de harkis et de harkis qui sont restés en Algérie. Et pour moi, c'est déchirant parce que ce sont des appels au secours. Et ils me parlent, ce sont les abandonnés des abandonnés. Ils me disent, on a toutes les preuves que nos pères se sont battus dans l'armée française. S'il vous plaît, aidez-nous. Et moi, je suis auteure, je suis complètement impuissante à aider ces enfants de harkis et ces harkis parce qu'ils se sentent beaucoup, alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, beaucoup se sentent stigmatisés et se sentent considérés comme des sous-citoyens.
il y a encore dans la réglementation algérienne des postes auxquels, dans l'administration, auxquels les harkis ne peuvent pas avoir accès. Il y a encore aujourd'hui des harkis qui sont refoulés à la frontière algérienne et qui ne peuvent pas aller se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres parce qu'ils sont refoulés à la douane et renvoyés en France. Je veux dire, 60 ans après, ça génère de cette diabolisation, parce qu'elle existe, hein, je veux dire, de la figure du harki. Je veux dire, elle est complètement anachronique et on sait très bien que c'est un outil politique de légitimation du pouvoir algérien. Alors, en revanche, moi, je suis aussi allée, quand j'ai écrit mon livre, Mon perso harki, et que je suis allée en Algérie pour la première fois, j'ai été accueillie par un ancien du FLN et qui m'a dit « Bienvenue dans ton pays, ma fille ». Et il savait très bien que j'étais fille de harki. Et dans le village, j'ai rencontré un harki qui vivait là, qui cultivait sa terre avec les autres familles, et il avait été protégé. Donc tout dépend aussi du contexte régional, local, rural, urbain dans lequel sont ces familles. Mais effectivement, il y a quand même un discours dominant de diabolisation, voilà, donc, qui est éminemment politique. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois, hein. Le temps passe rapidement quand c'est intéressant, hein. Donc, je vous remercie pour vos interventions, d'avoir partagé tout cela. La conclusion que j'en tirerai, c'est qu'il faut encore beaucoup de livres, beaucoup de documentaires, beaucoup de BD, beaucoup de films. Donc, s'il y a des étudiants, on est dans une université, allez-y. Voilà. Merci beaucoup.